Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. La joie et le sourire des femmes membres des coopératives agricoles du district du Zengele. Elles ont reçu de la part de l'État une attention toute particulière, un don d'équipement agricole d'une valeur de 315 millions de francs CFA. C'est le Premier ministre Patrick Achi qui leur a remis ce soutien pour les aider dans leurs activités. Et la reconnaissance des populations de la sous-préfecture de Ouyablé-Yondrou, c'est dans le département de Kouibli, région du Guémon. Elles rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour leurs nombreuses actions réalisées dans cette partie de l'ouest du pays. C'était à l'occasion de la célébration de la mise sous tension électrique de leur localité. L'industrialisation du secteur culturel en Côte d'Ivoire, une préoccupation de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Elle mobilise le monde financier face aux banquiers. Elle exhorte à investir dans ce domaine. Elle appelle également les opérateurs culturels à être plus professionnels. Au Mali, de lundi, c'est la reprise des rotations des contingents de la mission de l'ONU. Elles avaient été suspendues depuis le 14 juillet dernier. Une reprise avec de nouvelles dispositions. Toutes les demandes doivent désormais passer par la MINUSMA. C'est le retour vers l'histoire d'une icône de la lutte pour la démocratie. Sa libération en 1990 était loin de suffire à marquer une pause. Nelson Mandela, après les 27 années de détention, entreprend une tournée mondiale pour mobiliser les pays afin de maintenir les sanctions contre le régime apartheid en Afrique du Sud. C'est l'une des étapes à Paris en France dont nous parle le journaliste écrivain Serge Billet. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour parler de cet ouvrage, Le souper du Trocadéro, quand Renaud dîne avec Nelson Mandela et Aimé Césaire. Alors, c'est un ouvrage, on va dire, historique. Oui, c'est un ouvrage historique sur un événement historique passé inaperçu. On ne sait pas qu'au XXIe siècle, les deux plus grandes figures mondiales du monde noir, Aimé Césaire et Nelson Mandela, se sont rencontrés. On ne le sait pas plus en Afrique ni aux Antilles. Et donc, j'ai voulu retracer cette histoire méconnue par tous, en retrouvant dans les archives présidentielles de François Mitterrand à l'Élysée, non seulement les documents de cette rencontre secrète, mais aussi les photos que je publie dans ce livre. Oui, tout à fait. On a tout à l'intérieur, on en parlera tout à l'heure. Le souper du Trocadéro avec Serge Billet. Ce sera tout de suite le temps de faire un tour de l'actualité nationale et internationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 13 août 2022 en fin de matinée. Le chef de l'État effectuera un séjour en France. Des images du départ du président de la République captées par nos équipes à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elles sont en joie depuis quelques jours. Il s'agit des femmes membres des coopératives agricoles du district du Zengele. Elles ont reçu un équipement agricole d'une valeur de 315 millions de francs CFA, un don remis par le parrain de cette journée internationale des coopératives, le Premier ministre Patrick Achi. Le reportage de Léon Brou. Le Zengele en dénombre la centaine qui produisent par an au moins 1 million de tonnes de vivriers, du maraîcher en particulier. Les coopératives et autres groupements de femmes parmi les acteurs clés de l'approvisionnement des marchés, donc de l'équilibre social et économique du pays, malgré leurs faibles et précaires moyens de production. Cette contribution des femmes au développement, révélée et saluée par la ministre de la Femme à l'occasion de la Journée internationale des coopératives. Femmes de sociétés coopératives, chères sœurs, je voudrais vous rendre hommage. Oui, un hommage mérité en saluant tous vos efforts. Sachez qu'ils ne sont pas vains. Au contraire, nous sommes fiers de vous, ce qui justifie la présence de monsieur le Premier ministre Patrick Achi Jérôme à vos côtés. Au dîner, justement, le Premier ministre Patrick Achi est venu les bras chargés d'intrants, d'équipements, de matériel roulant et agricole d'une valeur d'environ 315 millions de francs CFA. Un appui du gouvernement à ses agricultrices pour l'amélioration de la production vivrière nationale. Mieux, le chef du gouvernement est venu célébrer les femmes pour leur contribution déjà remarquable dans le combat contre la vie chère. Je suis venu à Edjouné pour fêter les femmes. Parce que ce sont les coopératives de femmes qui font que dans ce contexte où nous sommes, on a des vivriers, on a des maraîchers et qu'on arrive à manger. Donc, nous devons promouvoir
les femmes. Et c'est la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Et d'ajouter que la Côte d'Ivoire solidaire que prône le président Alassane Ouattara vise en premier chef la sécurité alimentaire. Le Premier ministre et les membres du gouvernement appellent à une synergie d'action autour des femmes et notamment celle du secteur du vivrier. Du nord, allons à présent dans l'ouest du pays. La sous-préfecture de Ouiablé-Yandrou, dans le département de Kouibli, était en fait dans cette partie de la région du Guiomont. C'était la mise sous tension électrique de leur localité. Une réjouissance en présence du ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Un hommage rendu au président de la République pour les projets réalisés dans cette région. On fait le point avec notre correspondante Evoué. Les 13 villages de la sous-préfecture de Ouiablé-Yandrou dans le département de Kouibli sont désormais tous reliés au réseau électrique national. La fête de la lumière qui se tient à Ouiablé-Yandrou, chef-lieu de circonscription, est parrainée par Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Ce sont plus de 61 000 habitants qui sont impactés. Les populations, très heureuses, sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara. À une date très récente, aucun des villages de cette sous-préfecture n'était électrifié. On est passé de 0% de taux de couverture à 100%. C'est un bon qualitatif. Nous ne pouvons que rendre à Dieu et remercier le président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, il nous a sortis de l'obscurité. Il n'a pas oublié un côté de la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui doit connaître le développement. Ah mais la lumière c'est le développement. Aujourd'hui si je viens au village, je peux m'acheter un climatiseur. Hier par exemple j'ai dormi dans le ventilateur, j'étais étonné. Qui aurait cru? 2 ans avant ça, on dormait dans le noir. Donc aujourd'hui c'est le grand changement. Téné Birahima Ouattara a rappelé à l'ensemble des populations que toutes les actions du président Alassane Ouattara ne concourent qu'au bien-être de ses concitoyens. Depuis plus de 10 ans, il s'est dit qu'il faut mettre l'accent sur le développement. Et c'est ce qui s'est passé dans sa gouvernance depuis de nombreuses années, que ce soit du point de vue de l'électrification, de la fourniture d'eau potable, de la construction de classes, de reprofilage de routes, de centres de santé, de création d'emplois pour les jeunes. Tout ceci participe du développement et c'est ce qui est l'essence d'une nation. Tout le reste n'est que bavardage. Et pour que le département de Kouibli prenne véritablement son envol, les fils et filles, tous à l'unisson, ont émis une doléance majeure, le bitumage de l'axe Kouibli. Le parrain rassure. Le président Ouattara a pris donc sur lui, d'ici donc la fin de ce mandat, de relier tous les chefs-lieux de département en bitume. Ce qui va sans dire que Kouibli sera bitumé. J'ai même encore discuté hier avec le ministre de l'Équipement pour lui demander où est-ce que nous en sommes avec ce projet. Mais je peux vous assurer que très bientôt, ce projet verra le jour et c'est une promesse que je vous fais. En attendant donc le début des travaux, les populations ont été appelées à maintenir la paix et la cohésion sociale. Fête de la lumière à Kouibli, à Pissékou dans le département de Gagnoua, c'est l'avènement de l'eau potable qui est célébré. Un château d'eau vient d'être installé. Les habitants et ceux venus de la diaspora ont participé à cet événement dans le village. C'était en présence du ministre Adama Diawara. Voici le reportage d'Erigoré. De l'eau potable en quantité désormais dans le quotidien des populations de Pissékou, village situé à 25 km de la ville de Gagnoua. Grâce à ce château d'eau qui domine fièrement ce village de 4465 habitants. Ces populations pourront dorénavant boire aisément de l'eau en toute quiétude. C'est un élan de solidarité de ces populations qui aboutit à ce résultat. Fini donc les difficiles corvées d'eau auxquelles elles étaient confrontées. Nous avons vu comment nos mères et nos sœurs parcouraient plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau, faire des provisions. Ce vœu, longtemps souhaité, est devenu une réalité pour le grand bonheur de ces populations. La mutuelle de développement de Pissékou, MUDEPI, qui manifeste avec à ses côtés un ministre de la République. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, Adama Diawara, a tenu à être témoin de cet événement. Les populations sont sorties nombreuses avec ce qu'elles ont de plus beau, de plus merveilleux et de plus prestigieux.
pour agrémenter ces instants qui donnent plus d'éclat à la fête. Après l'électricité dans ce village, place à l'eau potable. C'est pour dire que le président Alassane Ouattara continue à faire du bien à la région du Cap. Le ministre Adama Diawara fait désormais partie de ce village. Il est membre à part entière de la famille Gaoudi. Son nom est Gaoudi Gourou, le nom d'un patriarche exemplaire de Pissekou, qui a marqué son époque. Prenant la parole, Adama Diawara a dit sa fierté, tout en saluant la vision du président de la République. Je tiens à vous féliciter pour la simple raison, c'est que vous vous inscrivez dans la droite ligne de la politique du président Alassane Ouattara. Une politique qui est basée sur l'union, la fraternité, la solidarité, j'en passe. D'ailleurs, vous remarquerez que le premier programme de gouvernement du président Alassane Ouattara était intitulé tout simplement « Vivre ensemble ». À la fin de la cérémonie, Adama Diawara a procédé à la visite d'une école primaire dans le village de Djedje Digbepa, accompagné de plusieurs personnalités politiques, administratives, mais également les garants de la tradition qui avaient à leur côté les enseignants. Dans le nord du pays, le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes en tournée de travail dans la région de la Bagoué, Issa Coulibaly, était vendredi à Boundiali, une démarche qui consiste à impliquer les populations afin d'établir un schéma directeur de développement de la région. On en parle avec Charles Tatou. La Bagoué fait partie des régions disposant d'un conseil régional à l'initiative du chef de l'État Alassane Ouattara. Ici, la réduction du déficit en matière d'infrastructures de base et les actions de développement des cadres se font remarquer. À la base de cette tournée, une seule raison, échanger avec les populations et recueillir leurs avis pour arriver à l'établissement d'un schéma directeur de développement. Le district autonome ne peut avancer, ne peut avoir corps et ne peut être lisible qu'avec la contribution de tous les enfants, tous les fils, toutes les filles, toutes les bonnes volontés. Les cadres membres du gouvernement, les ministres Bruno Koné et Mariatou Koné, saluent cette visite de travail du ministre-gouverneur. Nous avons assuré, monsieur le ministre-gouverneur, de notre soutien. Nous serons à ses côtés. Et nous avons tous entendu le message relatif à la cohésion, qui est la base minimale sur laquelle on peut bâtir le reste. Donc nous avons besoin, au niveau de la Bagoué, de travailler ensemble. C'est un message que nous n'arrêtons pas de dire tous les jours, de travailler ensemble. Et je pense que le faisant, nous ferons ce que le président Alassane Ouattara attend de nous, cadres dans nos régions. Nous ferons tout pour que le livre blanc, tant attendu, soit disponible. Nous ferons en sorte que la cohésion, le message de cohésion qui a été lancé par le ministre-gouverneur soit entendu par nos populations, par les élus, par les cadres. Après la Bagoué, Issa Coulibaly mettra le cap sur d'autres localités du district des Savanes. On reste dans le district des Savanes. Cette fois, nous sommes dans le Poro. Le conseil municipal de Korogo a tenu sa deuxième session. Un point a été fait de la gestion et des réalisations à venir. Plus de 400 millions de francs CFA d'excédents enregistrés. Une gestion saluée par le ministre Amadou Coulibaly, lui-même deuxième adjoint au maire de Korogo, Ami Sissoko. Deuxième session du conseil municipal de Korogo. Le budget 2022 de cette commune s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 743 millions de francs CFA après modification. Donc 395 millions pour la réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires et la réhabilitation de la voirie. Il ressort également de ce conseil que la mairie enregistre un excédent général de plus de 420 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2021. Somme qui va permettre un meilleur fonctionnement selon le maire Lazani Coulibaly. L'équipe municipale est félicitée par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique Amadou Coulibaly, lui-même deuxième adjoint au maire. Lorsque notre équipe arrivait donc à la tête de la ville, nous avions à peine 1 milliard de budget. 4 ans après, nous avons un budget de 1 743 millions. Si nous améliorons donc nos recettes et donc notre budget, nous pourrons faire davantage d'investissements.
De 2023 à 2025, l'équipe municipale prévoit notamment la construction d'une vingtaine de centres de santé, d'une trentaine de salles de classe, la réhabilitation de plusieurs autres. Au cours de ce conseil, des mesures ont été également prises dans le cadre de l'embellissement de la capitale du Poro qui abritera l'une des poules de la CAN prochaine. Il s'agit entre autres de la lutte contre l'installation anarchique des maquis, les nuisances sonores et la divagation des animaux. Les tenanciers de maquis ont déjà reçu des courriers de mise en demeure pour leur dire que la police nationale et la police municipale vont veiller dans très peu de temps à ce que toutes les voies qui sont occupées par les maquis soient évacuées et que surtout les nuisances nocturnes soient réduites. Et c'est la même chose pour tous ceux qui dégradent le bitume. La ville de Korogo a été 2 fois lauréate du prix d'excellence de la ville la plus propre. Elle compte maintenir le cap de la propreté. Et voyons à présent la deuxième session du comité de pilotage de l'enquête démographique et de santé 2021. La ministre du Plan et son collègue de la Santé se réjouissent des résultats, des données qui permettent d'apprécier les progrès dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Lansine Bakayoko nous apprend qu'il y a une baisse sensible de la mortalité infantile. Cette deuxième session du comité de pilotage de l'enquête démographique et de la santé aura permis de présenter les résultats clés des sondages liés aux indicateurs sociaux comme la mortalité juvénile et infantile, ainsi que ceux relatifs à la mère et à l'enfant. Il s'agit maintenant de définir ensemble les étapes futures et de donner des orientations aux équipes techniques pour la finalisation du processus. La prochaine étape, nous allons présenter ces résultats officiellement au gouvernement et lorsqu'ils seront adoptés, les chiffres à l'issue du Conseil des ministres vont être publiés. Déjà, nous pouvons nous satisfaire de la forte amélioration de l'indicateur relatif à la mortalité infantile. Cet indicateur relatif à la mortalité maternelle place la Côte d'Ivoire en dessous de 500, la norme internationale. Cette performance s'explique par la mise en œuvre avec succès de plusieurs projets et interventions sensibles en matière de nutrition, de lutte contre le paludisme, de santé de la mère et de l'enfant. Nous notons que plusieurs points restent à améliorer, notamment le système de référence et de contre-référence, le mécanisme de riposte au décès maternel, le transfert des compétences pour pallier l'insuffisance des spécialistes, la disponibilité et la répartition harmonieuse des ressources humaines à travers tout le pays. Ces sondages s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du PN2 2021-2025. Les statistiques permettront à la Côte d'Ivoire de mieux planifier, suivre et évaluer ses politiques sociales. Elles aideront également à assurer la comptabilité des données nationales avec celles d'autres pays et de mieux apprécier ainsi les résultats des efforts engagés. À Yopougon, les associations des femmes d'Ananéré se sont réunies dernièrement. C'était en présence du premier adjoint Issoufou Koulibaly. Il s'est engagé à soutenir ces femmes dans leurs activités génératrices de revenus. Le reportage de Frédéric Oulaï à Boussanougou. Ananéré, sous-quartier de la commune de Yopougon, l'association des femmes battantes reçoit la visite du premier adjoint au maire de la commune. Cette rencontre a été l'occasion pour ces femmes de traduire leur reconnaissance au maire Gilbert Kafana Koné pour ses actions de développement et de solidarité, mais aussi pour faire des plaidoyers. Il s'agit de remercier M. le maire Kafana Koné pour toutes les actions qu'il fait pour la population, en particulier les femmes et surtout nos enfants par rapport aux prises en charge. Issoufou Koulibaly, représentant le premier magistrat de la commune, a dit la volonté du maire et son conseil municipal d'accompagner les initiatives de population en vue de booster leurs activités génératrices de revenus et le financement des projets des jeunes. Nous avons, au nom du ministre d'État Kafana, mis à leur disposition un fonds. Un fonds parce qu'elles avaient des projets divers. On les a amenés à se regrouper. Aujourd'hui, elles nous ont dit qu'elles étaient prêtes, qu'elles sont regroupées. Les projets étaient analysés par nos services compétents qui ont trouvé que ces projets étaient viables et que ces projets pouvaient prospérer. Donc nous sommes venus donc au nom du ministre Kafana leur donner la dotation nécessaire, le fonds nécessaire qui puisse permettre la mise en œuvre de ce projet. Tout cela s'inscrit dans le cadre du programme social du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Partout où les Ivoiriens se trouvent pour que chacun puisse sentir le développement qui se fait en Côte d'Ivoire. Ces femmes battantes de l'association
ont reçu des dons en vivres des mains du premier adjoint au maire de la commune de Yopougon. Selon lui, il s'agit de soutenir les familles vulnérables. Allons dans le Lot d'Ivoire. Ils se sont distingués au BEPC comme au bac dans la localité de Divo. Ces élèves ont été encouragés à continuer sur cette voie de l'excellence. Ces meilleurs brevetés et bacheliers primés par les cadres de la ville. Mahama Traoré. Jeanne d'Arc Dakouri, élève au collège catholique Saint-Pierre et Paul de Divo, a terminé major de la localité au baccalauréat 2022 avec 289 points sur 400. Comme elle, les 5 premiers bacheliers et les 6 premiers admis au BEPC sont primés pour leurs brillants résultats scolaires. Je pense que j'ai beaucoup fait d'efforts pour avoir ces résultats parce que je voulais rendre fiers mes parents. Je veux être un cadre du pays aussi, comme tout jeune de mon âge. La vie ne s'arrête pas seulement qu'à avoir un baccalauréat, mais il faut aussi persévérer pour pouvoir être meilleur dans la vie. Célébrer le mérite des jeunes apprenants pour faire à nouveau de Divo le pôle d'excellence qu'il a été par le passé. Une ambition portée par le député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly, avec le soutien des cadres issus ou natifs de la localité, tel l'ex-ministre de la fonction publique du Burkina Faso, Mahamadou Seynou Ouedraogo, et l'actuel directeur général de l'INPHB, Moussa Kader Diaby. Nous venons au-delà de la récompense, partager nos expériences avec eux, leur dire que nous sommes des enfants issus de ces écoles-là comme eux et à force de travailler et d'arrache-pied et comme on le dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous voyons qu'il y a une émulation et nous sommes certains que d'ici quelques années, l'objectif d'ici 10 ans, que nous puissions atteindre le niveau national et pourquoi pas dépasser ce niveau national. Notons que cette remise de prix aux meilleurs bacheliers et brevetés de la ville de Divo se tenait en prélude à la 3e journée de l'excellence et de l'orientation, annoncée pour le mois d'octobre prochain. En religion, à Lourdes, les pèlerins ivoiriens revivent la passion du Christ à travers le chemin de croix. Il s'agit de son arrestation depuis le mont des Oliviers jusqu'à sa crucifixion à Golgotha. Les fidèles sont aussi allés sur les traces de Bernadette, une jeune fille de 14 ans, visitée par la Vierge Marie. Envoyés spéciaux, Grascando et Kinibois. À l'instar des pèlerins venus des autres pays, ceux de la Côte d'Ivoire revivent la passion du Christ à travers le chemin de croix marqué par les 14 stations. Chemin parcouru par le Christ pour le salut de l'humanité. À travers ce chemin de croix, nous voulons partager la souffrance du Christ, cette souffrance-là qui a racheté le monde et aider la Côte d'Ivoire à sortir de toutes ces crises que nous avons vécues et à continuer à marcher sur cette paix-là. Et nous devons, n'est-ce pas, reconnaître nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos manquements, afin de bénéficier du salut du Père Jésus-Christ qui est notre Père à tous. Et puis bien sûr apporter la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de tolérance, nous avons besoin d'union et d'unité. Le chemin de croix fait partie des grandes étapes du cheminement des pèlerins à Lourdes. Il se présente comme un temps fort de conversion, de repentance et de sanctification. La souffrance fait partie de la vie du chrétien. Et pour nous chrétiens catholiques, la souffrance doit être intégrée dans notre vie. Donc quand nous souffrons, quand nous subissons des tribulations, on doit pouvoir reconnaître et voir cela comme des épreuves qui nous mènent au salut. Après le chemin de croix, les pèlerins se sont rendus sur les pas de Bernadette, une adolescente de 14 ans visitée 18 fois par la Vierge Marie entre février et juillet 1858. Les pèlerins se sont imprégnés des réalités vécues par Bernadette au cours de sa vie familiale. Au sortir effectivement de ce parcours sur les pas de Sainte Bernadette, j'ai retenu l'humilité et le partage. On retient que Bernadette vivait dans un cachot. Elle priait aussi avec ses parents. Elle surveillait le troupeau de moutons. On doit prier comme Bernadette pour être sainte un jour. Après ces différentes étapes, d'autres lieux qui ont marqué la vie de Bernadette feront aussi l'objet de visites par les pèlerins. On voit aussi du côté de la pandémie de Covid-19 un virus encore actif dans le pays. Voici les chiffres du jour. «
63 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 32 guéris et 0 décès à la date du 13 août 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 86 092 cas confirmés, dont 85 053 personnes guéries, 815 décès et 224 cas actifs. Et puis dans le reste de l'actualité au Mali, dès lundi, c'est la reprise des rotations des contingents de la mission de l'ONU. C'est ce qu'a annoncé le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Elles avaient été suspendues depuis le 14 juillet. Une reprise avec de nouvelles dispositions. Toutes les demandes doivent désormais passer par la BUNISMA qui doit les valider et transmettre aux affaires étrangères. On ouvre la page consacrée à la culture. Le secteur culturel en Côte d'Ivoire, c'est le vœu cher de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, mobilise alors le monde financier. Face aux banquiers, elle exhorte à investir dans ce domaine. Elle appelle également les opérateurs économiques culturels à être plus professionnels. Issa Tionayo. La Côte d'Ivoire accueillera au mois de novembre prochain l'organisation d'un salon consacré aux industries culturelles. La ministre de la Culture et de la Francophonie, avant ce rendez-vous, a initié une rencontre avec des opérateurs économiques culturels et des banquiers. La ministre, elle est dans les détails et je suis certain qu'elle va accompagner ce nouveau projet à ce que tous les acteurs qui décident, qui ont envie de vraiment bénéficier de ces fonds, aillent se structurer. Il a été jugé utile d'allouer les ressources financières nécessaires pour accompagner la créativité ivoirienne, la créativité africaine et la diaspora. Et le CANEX sera donc la rencontre tant rêvée qui attirera les investisseurs. La culture est un levier important dans le développement d'un pays. Françoise Remarque, dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2021-2025, est déterminée à faire du secteur culturel un véritable moteur économique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, les industries culturelles et créatives ont été identifiées par le président de la République comme secteur prioritaire. Cette occasion du CANEX démontrera que le chef de l'État a bien sûr eu raison de considérer ce secteur comme étant un secteur prometteur de croissance. Pour arriver à une véritable industrie culturelle, il faut une structuration du secteur. Beaucoup d'opérateurs aujourd'hui sont des opérateurs extrêmement structurés qui créent des emplois. Si on prend le cas de Patéo, si on prend le cas de Saint-Moïse, je pourrais citer plein d'exemples d'opérateurs aujourd'hui qui sont formalisés, qui créent des emplois, qui ont des unités de production, des unités d'animation, des unités dans la musique, mais ce n'est pas forcément su. L'ambition du ministère de la Culture, c'est aussi de montrer ce que l'on ne voit pas. Cette rencontre avec le secteur financier a été l'occasion pour Françoise Remarque d'inviter les opérateurs culturels à sortir de l'informel et à être de véritables contributeurs au PIB du pays. C'est le 1er juillet en France que Justin Stanislas s'est décédé. La dépouille de l'artiste chanteur est arrivée hier à Abidjan. Les parents, proches et le monde culturel étaient à l'accueil. La ministre de la Culture a témoigné le soutien du gouvernement à la famille. Serge Pakom-Didi, Issa Tionayo. Port-Boué, aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il est 20h, arrivée de la dépouille mortelle du crooner Justin Stanislas en provenance de Paris. L'épouse de l'artiste, Yvonne Rabé, connue sous le pseudonyme de la marraine des Clignancourt, est inconsolable. La famille est très touchée, on fait l'effort sur nous pour se dépasser. Il a marqué la musique ivoirienne. Très tôt, il est allé, il s'est mis dans la firme Philips, où il y avait Louga François et Kaby Briand, et même Nelson Guégué. Et puis il a fait son chemin. Alors c'est quelqu'un d'intemporel. Parents, proches, confrères et consoeurs artistiques, tous présents, ont aussi le visage
fermée. Un artiste ne meurt jamais, hein, comme on le dit coutumièrement. Je suis Méoué parce que j'ai eu envie de faire comme des dévanciers. Il fait partie de ces dévanciers-là. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, apporte le soutien du gouvernement par sa présence. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, très marquée par ce deuil, en sa qualité de mère des artistes de Côte d'Ivoire, dit son soutien indéfectible, son attachement et ses condoléances à la veuve, aux enfants, aux artistes de Côte d'Ivoire, à la grande famille des hommes de culture. C'est le lieu de rappeler que Justin Stanislas sera porté en terre le 10 septembre prochain au cimetière de William Séville. Bien avant le 7 septembre, l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, abritera une veillée artistique en hommage aux défunts. Le 9 septembre, une veillée traditionnelle aura lieu à Yopougon, Figayo. Alors, Justin Stanislas, c'est un artiste que vous avez connu. Oui, ça fait partie de mon enfance. Hein. C'est-à-dire des artistes comme Justin Stanislas, François Louga, Kéké Kassiri, qui était hier au Palais de la Culture, et d'autres encore font partie de tout ce patrimoine de la Côte d'Ivoire, et c'est normal qu'on lui rende hommage. J'étais très touché lorsque j'ai appris moi aussi sa disparition. J'étais en Martinique et naturellement j'ai eu une pensée pour sa famille et pour sa femme, effectivement, qu'on appelle la marraine de Guignancourt. Et je pense que c'est important qu'un pays apporte son soutien chaque fois qu'un artiste comme ça donc s'éteint, parce que ce sont les artistes qui donnent le là d'un pays. On l'oublie souvent, mais on n'est pas seulement des gens qui cherchons à la fois à sortir d'un sous-développement uniquement par des ponts, par de la nourriture ou par quoi que ce soit. Nous devons aussi par la culture, par la connaissance historique, par les livres, et c'est important de rendre hommage à Justin Stanislas pour le rôle qu'il a joué. Oui. Pour parler de livres, justement, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le souper du Trocadéro, quand Renaud dîne avec Nelson Mandela et Aimé Césaire. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'est un retour sur la vie de Nelson Mandela? Oui, parce que Nelson Mandela est quelqu'un qui me fascine depuis toujours. Quand j'ai présenté les Koras en Afrique du Sud il y a quelques années, j'avais tout fait pour le voir parce que c'était quelqu'un que j'adorais. Malheureusement, ce jour-là, il était malade. Et par la suite, alors que j'étais dans Martinique, j'ai écrit une comédie musicale sur Nelson Mandela. Et elle a été jouée au Casino de Paris avec un gros succès sur 3 soirs. Et c'est quelqu'un qui me fascinait beaucoup. Et j'ai eu envie de continuer ce travail-là. Et comme il fait partie des 2 hommes qui m'impressionnent le plus, qui m'ont le plus impressionné, c'est-à-dire lui et Aimé Césaire, que j'ai côtoyé pendant 13 ans, j'ai eu envie justement de retrouver cette trace de leur rencontre. Et c'est pour ça que ce livre, pour moi, est important, parce que c'est un livre qui met en présence 2 personnages que j'admire. Alors, cette rencontre à Paris, en France, de Nelson Mandela, quand il sort à la conquête du monde politique, mais aussi du monde culturel, il rencontre justement Aimé Césaire. Est-ce que c'était une rencontre pas seulement politique, mais aussi culturelle et pour tout le monde? On voit bien que Nelson Mandela était soutenu par tout le monde. C'est une rencontre décisive, parce que quand Nelson Mandela sort de prison en février 90, les pays européens se disent, bon, maintenant c'est bon, on a assez fait, on a pris les sanctions contre l'Afrique du Sud, on va maintenant les lever. Pourquoi pas, pour essayer donc de trouver vers une nouvelle ère. Sauf que l'Afrique du Sud vit encore sous l'apartheid, et Mandela se dit, c'est pas parce que je suis sorti de prison qu'on est sauvé d'affaires. Donc il fait une tournée justement pour convaincre ces pays-là. Et lorsqu'il arrive en France le 6 juin 1990, il est plutôt question pour la France de lever les sanctions, parce que bon, maintenant ça suffit, et puis les pays européens, naturellement, ont leurs intérêts. Au cours de cette idée, tout change. Cette rencontre entre Mandela, entre Césaire et Mandela, Césaire et Mitterrand fait que tout change. Dès le lendemain de ce dîner, François Mitterrand annonce que la France va maintenir ses sanctions contre l'Afrique du Sud. Et c'est Nelson Mandela qui gagne gain de cause. On va juste regarder ce que pensent Laure Goretti et Patricia Oumou-Etia, et on se retrouve. Le souper du Trocadéro, un essai critique de l'Ivoirien Serge Bilé, avec pour épicentre une discrète rencontre à Paris entre le regretté Nelson Mandela et Aimé Césaire en pleine ségrégation ou apartheid. Une œuvre qui a des relents biographiques, et les lecteurs sont séduits par la plume de l'auteur et les thèmes abordés. Je suis venu à la dédicace de Serge Bilé, parce que c'était un confrère qui a écrit un livre. En tant que journaliste, confrère écrit un livre, je suis sensible à cela. Et puis bon, des titres qui attirent les années au fouet,
Vous savez, Oufoué, c'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et donc tout ce qui le concerne, si on écrit dessus, on veut bien savoir qu'est-ce qu'on ne sait pas encore. Je suis venue ici pour sa dédicace, enfin la dédicace des ouvrages qu'il a donc publiés, notamment dans le Jardin secret d'Aimé Césaire. En tant qu'antillaise, je me suis dit c'est important de savoir aussi ce mentor, qu'est-ce qu'il a partagé avec lui. Et en tant que panafricaine, j'aime beaucoup cet auteur, Serge Bilé, parce qu'il retrace aussi des éléments de l'histoire importants pour nous qui sommes dans la diaspora, mais aussi ici en Afrique. Auteur de 28 ouvrages, dont La légende du sexe des Noirs, Johnny Hallyday, Les Noirs nazis, sans oublier Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, l'auteur Serge Bilé veut sauvegarder les mémoires des histoires oubliées de l'Afrique et de sa diaspora. La Côte d'Ivoire a eu la primeur de la dédicace de l'œuvre Le souper du Trocadéro, édité en Côte d'Ivoire et en France. Alors, Aimé Césaire, qui était présent à ce souper, a plusieurs fois appelé à la libération de Nelson Mandela. Il y a même eu une édition du Festival des Arts Nègres qui a été dédiée à Nelson Mandela. Ce jour-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les deux hommes? Déjà, il faut savoir que ces combats pour la libération de Nelson Mandela, ça a commencé très très longtemps avant. Et la Martinique, petite île de 300 000 habitants, était aux avant-postes de ces choses-là. On ne le sait pas, qu'il y a eu des chansons qui ont été écrites par un groupe notamment qui s'appelle Malavoie, qui était le plus grand groupe avant Kassav, qui a été une chanson extrêmement populaire sur Mandela. Il y a eu des festivals Eya Mandela qui ont été donc organisés à la Martinique. Donc on était à la pointe, donc Césaire était à la pointe. Et on s'aperçoit que lorsqu'il donc va au Festival mondial des Arts Nègres, dont il est le vice-président, donc festival créé donc par Senghor, déjà, Mandela est en prison et on attribue un prix au livre de Mandela, donc sur un long chemin vers la liberté, alors que personne ne connaît Mandela dans le monde. Césaire et d'autres disent il faut soutenir ce monsieur-là. Et c'est comme ça que commence justement la légende Mandela à travers d'abord ce prix. Alors quand il se retrouve, c'est donc en relent peut-être de fête, de joie de se retrouver. Ils se disent quoi? Ils parlent de ça, de tout ce qui s'est passé comme combat. Ce qui, moi, m'a le plus frappé, parce que je connais bien Césaire, je le vois souvent, moi je le voyais souvent, j'allais dans son bureau, il a un truc extraordinaire, Césaire. C'est un homme brillant, c'est un homme extraordinaire, mais il est d'une timidité maladive. Mais vraiment, quand je dis maladive, c'est ça. Et il nous dit, il m'explique que lorsqu'il rencontre Mandela, il ne sait pas quoi lui dire. Et ce qui est le plus frappant pour lui, c'est que Mandela lui apprend, à lui Césaire, que pendant qu'il était en prison, l'un des livres qui l'a aidé à pouvoir résister, c'était justement le discours sur le colonialisme. Mandela lisait le discours sur le colonialisme en prison. Et il explique aussi que Steve Biko lisait du Césaire en prison et que c'est ça aussi qui l'a aidé à tenir. Donc Césaire, qui est timide comme tout, arrive au Trocadéro et découvre que justement c'est son œuvre qui a aidé tous les militants anti-apartheid à résister. Il est extrêmement touché, il est extrêmement ému. Alors, il faut également rappeler que vous, le journaliste Serge Bilé, vous n'étiez pas à Paris, donc à ce souper du Trocadéro, vous étiez à Poitiers. Comment vous avez eu toutes ces confidences? J'étais journaliste à Poitiers, j'étais malheureux parce que j'étais à ma rédaction et j'aurais voulu faire les 200 km pour être à Paris ce soir-là, ce n'était pas possible parce qu'on avait besoin de moi. Comme tous les livres que je fais, c'est un travail de recherche, un travail, que ce soit le livre sur Oufoué, qui m'a demandé une recherche colossale auprès des archives, mais aussi auprès de ses anciens collaborateurs. Eh bien, c'est pareil pour ça, pour le souper. J'ai eu la chance, parce que ça fait depuis 2018 que je travaille sur ce livre, j'ai eu la chance, il y a 1 an, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui m'a dit « Moi, je peux vous faire accéder aux archives de François Mitterrand ». Quand on travaille, quand on fait de la recherche, on finit un jour par trouver. Et naturellement, donc, quand il m'a permis d'accéder aux archives de François Mitterrand, j'ai retrouvé tous les éléments qu'il me fallait. Et en plus, j'ai retrouvé les photos qui n'avaient jamais été publiées. Le photographe de l'Élysée, qui est parti faire les photos de ce dîner, il a pris les photos, il les a mis dans une boîte, et on ne les a jamais vues depuis 1990. Et j'ai pu retrouver ces photos et les publier donc, dans le livre. Alors, Danielle Mitterrand avait une fondation qu'on appelait France Liberté. Elle était très active dans ce souper du Trocadéro. Comment on explique son engagement pour cette cause de Nelson Mandela? Et moi, je pense que tous les couples présidentiels fonctionnent par binôme, par définition, avec un rôle attribué à chacun. On l'a vu avec Houphouët-Boigny, quand j'écris le livre sur Marie-Thérèse et le voyage que Marie-Thérèse fait avec Houphouët-Boigny aux États-Unis en 1962, ils ont un rôle chacun. Lui, il a le rôle politique et elle a le rôle de séductrice, parce qu'elle est considérée à l'époque comme l'une des plus belles femmes du monde, à l'égal de Jackie Kennedy. Eh bien, c'est pareil. François Mitterrand a le rôle politique et Danielle Mitterrand, c'est elle qui est plus proche de tous ces gens qui militent pour les droits de l'homme. Et donc, ils se partagent un peu les rôles. Et c'est elle qui a
organisé le dîner. Ce n'était pas un dîner présidentiel donc voulu par François Mitterrand. C'est elle qui a organisé le dîner et qui a mis justement en connexion tous ces gens aussi importants, aussi divers, que ce soit Aimé Césaire, mais aussi Wole Soyinka qui est venu spécialement du Nigeria pour ce dîner. Alors Wole Soyinka qui a eu le prix Nobel littérature en 86, qu'il a dédié à Nelson Mandela. Alors la dernière question, au moment où Mandela était à Paris à ce dîner, est-ce qu'il pensait déjà à occuper le poste de président de la République de l'Afrique du Sud, post-apartheid? Personnellement, moi je ne le pense pas. Je pense que c'était un homme de devoir. Quand il est sorti de prison, je ne pense pas qu'il avait fait des plans, qu'il avait tiré des plans sur la comète. Ce qui lui importait pour lui, c'était de servir la cause. Et la première cause qu'on lui a demandé, c'est tu fais un tour mondial pour pouvoir convaincre. Puisque tu es charismatique, puisque le monde entier s'est mobilisé pour toi, tu auras les éléments pour pouvoir donc arriver à convaincre. Et quand il arrive à Paris, la première interview de lui qui est publiée dans le journal Libération, on lui demande justement qu'est-ce qu'il veut faire après, est-ce qu'il ne veut pas de président? Il m'a dit non, moi si je suis gardien de chèvre, ça me suffit. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas, à mon avis, de plan de carrière, qui n'avait pas d'ambition, mais qui, à un moment donné, a répondu à un appel parce qu'il était le mieux placé pour pouvoir faire les choses. Il y a tout le reste qu'on n'a pas pu dire dans cet ouvrage, Le souper du Trocadéro, quand Renaud dîne avec Nelson Mandela et Aimé Césaire, du journaliste Serge Billet, journaliste et écrivain, parce qu'auteur de plusieurs ouvrages, il faut le rappeler, il faut le préciser également. Merci d'avoir été l'invité de la page culture. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la parole d'un vieillard est comme l'ombre d'un grenier. Dieu le voulant, on se retrouve demain.